Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le jeudi 18 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous. Oui, on va revenir ensemble ce matin et ce sera encore le sujet qui va monopoliser, je dirais, l'actualité politique de la journée. Cette démission de Pablo Rodriguez du Parti libéral du Québec l'a annoncé officiellement à son caucus hier et doit faire une conférence de presse un peu plus tard ce matin. On verra effectivement ce qu'il aura à dire aux représentants des médias, la population également, parce que, bon, les discussions d'hier ont eu lieu entre libéraux provinciaux et donc Pablo Rodriguez va prendre la parole un peu plus tard aujourd'hui. Sinon, ce qui a retenu l'attention ces dernières heures, c'est ce discours de Donald Trump, discours à la nation hier, donc sur le coup de 21h, heure de l'Est. Il en a surtout profité, c'est un peu les résumés que l'on fait ce matin et les analyses que l'on peut lire, vanter essentiellement son bilan jusqu'ici, blâmer son prédécesseur démocrate Joe Biden pour tous les problèmes. Il a dit « J'ai hérité il y a 11 mois d'un désordre, a mess », c'est ce qu'il a dit en anglais, et je dois maintenant réparer les dégâts. Un discours d'une vingtaine de minutes dans lequel il n'a pas annoncé de nouvelles mesures concrètes pour faire face à l'inflation, une préoccupation des Américains. On aura des reportages, des comptes rendus, et il y en a un peu partout dans les quotidiens ce matin, mais c'était plus finalement une vantardise, un exercice de vantardise que véritablement une annonce concrète pour aider les Américains qui en arrachent avec les prix à la consommation. Julie Jasmine et Véronique sont avec moi en studio toutes les deux à cette heure-ci. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Véronique, il faut faire attention parce que hier, c'était plutôt doux. Oui. Ça s'est refroidi ces dernières heures. Ça peut être glissant en sortant ce matin. Oui. Mais les températures vont remonter dans bien des régions. Oui, on est parti avec la montagne russe, là. Donc, oui, hier après-midi, vous êtes rentrés, c'était doux. Oui, exactement. Là, ce matin, c'est vrai, plaque de glace par endroits. La douceur qui va revenir rapidement cet après-midi. Les températures qui continueront de grimper la nuit prochaine. Demain, très doux, avec de la pluie, avec des vents forts. Et il y aura une finale en neige avec un refroidissement marqué. Alors, des détails, vous en aurez dans quelques instants. Et des péripéties météo, il y en aura aussi dans les prochains jours. Bon, parfait. On fera le point en détail dans les prochaines minutes. Julie Jasmine, vous allez nous parler d'une boîte à chansons chez Bozo qui va ressusciter en 2026. C'est une histoire assez incroyable, ça, d'ailleurs. Je pense qu'on l'aurait écrit dans un scénario de film, puis on n'y aurait pas cru, parce que c'est vraiment le fruit du hasard qui a mené un auteur-compositeur d'ici à aller, dans le fond, ou ce qu'il en reste de cette boîte à chansons-là, de la rue Crescent, parce qu'il y avait une fresque, une murale hyper importante à cette époque-là, où les artistes qui y passaient immortalisaient leur passage, finalement. Et donc, on a redécouvert ça, et là, on remet ça de l'avant dans le patrimoine culturel québécois. C'est vraiment fabuleux. J'ai hâte de vous raconter cette histoire. Parfait. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Parlons maintenant de sport. Olivier Pellerin est avec nous en studio. Bonjour, Olivier. Bonjour. Donc, l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste a annoncé son équipe olympique hier. C'était à Montréal. Et évidemment, il y a des visages assez connus ou bien connus qui vont mener la charge en Italie pour les Jeux olympiques. Déjà, 2 détenteurs de globes de cristal, William Danginou et Courtney Sarro. Ça part bien. Ils ont dominé la saison du circuit mondial de patinage de vitesse sur courte piste. L'équipe canadienne a aussi décroché le titre par équipe. Dans le fond, c'est le Canada qui a été la meilleure équipe au cours de la saison. Donc déjà ça, on en avait parlé, puis on savait que l'équipe était dangereuse. Et il y aura plusieurs visages aussi que vous avez peut-être appris à connaître au cours des derniers Jeux olympiques, entre autres à Pékin. Steven Dubois qui avait décroché 3 médailles là-bas, dont la médaille d'or avec le relais canadien sera de retour. Il y aura aussi Kim Boutin qui en est à ses derniers coups de patin. Elle a annoncé qu'elle prendra sa retraite à l'issue de la saison. Elle y sera. Mais d'autres visages aussi, comme Danae Blais,
athlètes comme Florence Brunel qui seront avec cette équipe et qui tenteront d'aller décrocher des médailles, de nombreuses médailles. C'est ce que souhaite l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne, Marc Gagnon. La meilleure édition, c'était en 2002 où on avait remporté 6 médailles. Selon lui, on peut aller en chercher 7 et peut-être même plus. C'est très ambitieux, mais en même temps, c'est vrai qu'il a peut-être les chevaux de course pour espérer en remporter autant. Donc, allons écouter déjà William Danginou parce que hier, c'était une annonce qui était bien spéciale. Il le savait qu'il serait aux Jeux olympiques, mais comme ça, d'être présenté aux médias et de dire enfin, je serai de mes premiers Jeux olympiques parce qu'il avait raté vraiment là, de peu les Jeux de Pékin, bien là, de pouvoir y aller, c'était bien spécial. On l'écoute. Regardez, mais j'ai de la chair de poule là, en ce moment. C'est irréel. C'est sûr que présentement, je suis dans une situation où je veux pouvoir avoir des bons résultats aussi au jeu puis montrer de quoi le Canada se chauffe finalement. Donc on est dans un gros processus présentement de s'entraîner fort pour les Jeux. C'est un bon timing aussi présentement pour nous. Donc oui, c'est dur de rester dans ce moment-ci parce qu'on veut toujours plus, mais ce soir, je vais en profiter de mes coéquipiers pour vraiment profiter de cette annonce-là. Puis je suis très fier de moi et très fier de notre équipe. Et pour Kim Boutin, je le disais, elle a 31 ans, dernier Jeux olympiques. Elle en a déjà 4 en poche. Ce sera peut-être un peu compliqué. Elle a été importunée par des blessures au dos, entre autres. Mais quand même, c'est le dernier droit et ça demeure quand même bien spécial pour une athlète comme celle-là. On l'écoute. Cette année, j'y ai pas trop pensé. Je pense que quand je le sentais, je le vivais, je le réalisais puis je prenais le temps d'avoir de la gratitude face à ça. Mais je te dirais, ouais, je pense que chaque moment il est touchant. Je l'apprécie à fond. Puis ouais, on dirait que c'est ça. Je trouve ça le fun de voir les premiers moments de certains ici en ce moment, puis de vivre les miens, mes derniers. Donc c'est le fun. Belle excitation. Oui, vraiment. Et là, il y en aura comme ça. Là, ça va débouler au cours des prochaines semaines, prochains mois, des annonces d'équipe. Il y a entre autres les skieurs de fond qui seront confirmés très bientôt. Donc, voilà, ne soyez pas en reste. Vous allez les connaître et les voir, ces noms-là, des prochains athlètes qui seront au jeu. Terminons en parlant de la LPHF. La victoire qui a gagné un 3e match de suite contre les Sceptres de Toronto. C'était le match qui était disputé à Halifax. À Halifax, on était on est en fait au premier match de cette tournée de 16 matchs qui seront dans des villes itinérantes, si on veut dire, des équipes qui n'ont pas d'équipe de la LPHF. Et hier, c'était Montréal contre Toronto et ça a été une victoire en tir de barrage. Anne-Renée Desbiens a été très bonne parce qu'il y a eu des moments de difficulté contre les Sceptres de Toronto, mais tout de même, Marie-Philippe Poulin qui a permis donc à Montréal d'aller chercher cette victoire, une 3e consécutive. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis on demeure sur la route. On s'en va à Vancouver pour affronter une de ces nouvelles équipes. Les Golden Eyes de Vancouver, ce sera samedi. Donc on demeure dans les valises encore. On s'en va dans l'ouest maintenant. Oui, c'est ça, de l'est complètement. Le décalage horaire va peut-être faire mal. Et je terminerai juste en vous disant aussi que le Canada a gagné 2-1 son premier match préparatoire hier. On parle d'équipe Canada Junior en préparation pour les mondiaux juniors. Oui. Ils ont battu la Suède hier. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Oui. C'est l'avant-dernière, Mathieu. L'avant-dernière avant les vacances. Ça prendrait de la musique pour que ça passe mieux, Mathieu. C'est votre subconscient qui avait compris ça. On dirait que je ne veux pas l'entendre, cette météo-là. Ben, c'est qui va ça. faire fondre notre belle neige de Noël. Oui, fondre, reglacer, puis ensuite on ressoupoudra ça. Bref, ce ne sera pas des vacances de Noël de tout repos. Hein. Il y aura plusieurs systèmes qui vont se succéder. D'ici là, on commence ça aujourd'hui. La journée sera calme. Ciel variable dans l'ensemble, nuageux avec éclaircies par endroits. Les températures sont froides ce matin, -5 à -10, mais ça va remonter 0,5 degrés. Donc, douceur. Continue de grimper côté Mercure la nuit prochaine. Les vents se mettent de la partie. La pluie commencera tranquillement. Pluie soutenue demain, une quinzaine de millimètres pour Montréal, mais il pourrait y avoir une trentaine de millimètres pour les régions un petit peu plus au nord. Là. Il y a des bulletins spéciaux d'émis au nord du Saint-Laurent. Les vents seront très forts. Donc, le matin, c'est quand même modéré comme vent, mais en après-midi, après que la pluie aura cessé, là, le froid va s'engouffrer et c'est là qu'on aura les plus forts coups de vent. Donc, des pannes d'électricité possibles parce que les rafales de vent de 60 à 90 km à l'heure le long de la vallée du Saint-Laurent, ça pourrait excéder les 100 km à l'heure dans l'est du Québec. Donc, beaucoup d'actions demain de mercure qui sera autour de 7-8 degrés, la dizaine en Estrie, et qui sera à la baisse sous le point de congélation dans la nuit de vendredi à samedi, donc -9 à -11. Ce sera une finale en neige qui laissera quelques centimètres à Montréal, mais ça pourrait être du 5 à 10 là, pour les régions un petit peu plus au nord. Les températures de jour samedi, -4 à -8. Et quand on parlait de d'autres neiges derrière ça, c'est dimanche, 5 à 7 cm possible. Donc, quand même, on aura de quoi commencer le congé des fêtes avec du blanc un peu partout. Ça commence cet après-midi, cette pluie du côté de l'Abitibi, là, donc neige, grésil, tournant à la pluie.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, ça sent nuage. Précipitations qui commencent ce soir. Les températures sont légèrement sous zéro. Beaucoup de pluie par endroits avant le refroidissement marqué demain soir. Nord de l'Ontario, on est dans la tempête. 15 à 30 cm de neige pour le secteur de Thunder Bay. 10 à 25 mm de pluie à Sudbury, suivi de 5 à 10 cm de neige. Les vents sont forts partout. Toronto-Windsor, c'est plus calme. Nuages éclaircis. Il y aura un peu de pluie cette nuit. Des éclaircies à Ottawa et la pluie commencera ce soir. Vancouver, toujours sous la pluie. Dans les prairies, la neige a cessé. Edmonton, Calgary, Regina, dégagement mais froid. Et blizzard encore ce matin sur le sud du Manitoba. Amélioration en après-midi, mais chute du mercure. Donc, beaucoup d'actions partout au pays. Regardez vos avertissements, vos alertes avant de quitter. Merci Véronique. Bonne journée. À la une des différents quotidiens, c'est le départ, la démission de Pablo Rodriguez du Parti libéral du Québec qui retient l'attention dans la presse plus de ce matin. Le chroniqueur Paul Journet écrit dans sa chronique « Le danger des pantoufles ». La course à la direction qui s'annonce au PLQ sera plus complexe que la précédente, écrit-il. Les libéraux ne chercheront pas seulement un capitaine pour s'extirper des sables mouvements, ils vont aussi désigner celui qui pourrait devenir un pilier du camp du non si le Parti québécois gagne les prochaines élections et déclenche comme promis un référendum. A priori, ces deux rôles sont complémentaires, mais cette double quête comporte un piège, celui de miser sur un cheval gagnant, puis de se concentrer, puis se contenter plutôt de combattre l'indépendance sans offrir de projet plus emballant. À lire donc l'analyse de Paul Journet dans la presse de ce matin. Dans le Devoir, sur le même sujet, cette fois, c'est Michel David qui écrit que même si les prochaines élections générales ont lieu dans moins de 10 mois, les libéraux ont encore le temps d'organiser une nouvelle course à la chefferie, course rapide donc, qui devra s'assurer évidemment d'être plus courte que la précédente. On se souviendra par contre que Justin Trudeau a démissionné le 6 janvier et que Mark Carney lui a succédé à Ottawa le 9 mars. Il parle entre autres de M. Milliard, Charles Milliard, qui a remporté une très honorable deuxième place au printemps dernier. Son inexpérience politique peut sans doute en effrayer certains, mais elle a l'avantage de laisser à l'écart des magouilles qui ont marqué les années Charest et qui continuent de hanter les libéraux. Quant à Carl Blackburn, qui était lui aussi un candidat lors de la dernière course à la direction du PLQ, il a affiché son désir de succéder à M. Rodriguez, mais ses années de service au PLQ coïncident, dit Michel David, avec celles où M. Charest était le chef. Les autres partis ne manqueront pas de laisser entendre qu'il devait bien avoir eu vent de certaines choses en sa qualité d'organisateur en chef, puis directeur général du parti. Le parti qui pourrait aussi être tenté de se tourner encore une fois vers le grand frère fédéral, écrit Michel David. Vous pourrez lire son analyse donc sur la démission de Pablo Rodriguez dans le Devoir de ce matin. Le Journal de Montréal revient aussi évidemment sur le départ de Pablo Rodriguez, mais nous parle aussi de ce qui se passe dans les cours de récréation. Vous savez, c'est le Journal de Montréal qui a sorti plus tôt cette semaine cette histoire sur les buttes de neige là, avec une hauteur maximale, avec l'angle également de la pente. Eh bien, le journal écrit que le jeu risqué, qui est bon pour le développement des enfants, mais qui a encore des interdits qui sont nombreux dans les cours d'école où des élèves ne peuvent pas jouer à la tag, ni même courir, ce que déplorent des intervenants. Le journal a reçu beaucoup de témoignages, entre autres de membres de personnel scolaire, où on dit qu'il faut faire attention aux flaques d'eau, où on surprotège essentiellement les enfants. Vous pourrez lire ça donc dans le Journal de Montréal de ce matin. En une du Globe and Mail, on parle de ces chiffres publiés par Statistique Canada. Le Canada qui enregistre une baisse record de sa population après le resserrement des règles de l'immigration. La population du Canada qui a baissé de 76 000 personnes au troisième trimestre. C'est la plus forte baisse jamais enregistrée depuis le début des relevés dans les années 40. Conséquence donc de ce changement majeur de politique mise en œuvre à Ottawa pour freiner l'immigration. La population du pays qui a reculé de 0,2 % au troisième trimestre de 2025. Effectivement, une baisse qui est surtout attribuable, nous dit le Globe, à la diminution du nombre d'étudiants internationaux. En une du National Post de ce matin, on parle de Michael Moss, ce député qui était conservateur, qui a traversé la Chambre et qui est maintenant un représentant du Parti libéral du Canada. Défection surprise, mais il y a des manifestants qui le qualifient de marionnette pro-Pékin. Il y a même eu des manifestations en fin de semaine devant son bureau de comté dans la banlieue de Toronto. Les critiques remettent en question son approche, nous dit le National Post, à l'égard de la Chine.
Chine parce qu'un dirigeant, il a été dirigeant communautaire pro-Pékin. En fait, un dirigeant communautaire pro-Pékin l'a appuyé lorsqu'il était candidat. Il a aussi occupé un poste de haut niveau au sein de l'autorité hospitalière de Hong Kong. Il y a même une critique bien connue du gouvernement chinois, Gloria Fong, qui avait averti à l'époque un organisateur conservateur de se méfier ou de bien vérifier sa candidature. C'est à lire en une du National Post de ce matin. Alors, je le disais, c'est en une de tous les quotidiens et ce sera encore en une la démission de Pablo Rodriguez parce qu'il va prendre la parole un peu plus tard aujourd'hui. Sami Robin est avec nous pour retracer le fil des événements des dernières heures. Oui, bonjour Sami. Bonjour Mathieu. Alors, il a annoncé hier sa démission à son caucus lors d'une réunion virtuelle. Je le disais, on va le faire publiquement plus tard ce matin. Pablo Rodriguez qui a été emporté plutôt par la controverse sur sa campagne de financement. On sentait essentiellement que la pression était devenue trop forte. Absolument. Selon nos informations, Pablo Rodriguez a admis qu'il était devenu une trop grosse distraction et qu'il nuisait au parti. Il faut dire que les révélations se multipliaient depuis la mi-novembre, notamment sur des militants qui auraient été payés pour voter en sa faveur. Bon, pour plusieurs militants sur le terrain, la situation n'était plus tenable. C'est le cas pour le militant et ex-président de l'Association libérale d'Outremont, Alexandre Tremblay-Michaud. Je pense que c'était inévitable. Je pense que c'était une minorité de militants qui souhaitaient qu'il reste. Et je suis content qu'il ait mis les intérêts du parti avant les siens et qu'il ait décidé de quitter. Là. Entre vous et moi, ça aurait peut-être été un peu plus rapide. Soulagement pour la base militante, mais qu'est-ce qui a rendu sa position impossible? C'est l'effet cumulatif, Mathieu. Alors, il y a eu la commission jeunesse qui a refusé de l'appuyer et la perspective d'affronter des députés de plus en plus frondeurs. D'ailleurs, l'ancienne ministre libérale Michèle Courchaine souligne que ces allégations de financement douteux, ça a réveillé de vieux démons que le parti voulait absolument oublier. Ça rappelle trop de mauvais souvenirs pour le Parti libéral. Alors, ça aurait été très difficile pour lui de s'engager dans une campagne électorale, par exemple, parce que ça aurait collé vraiment au parti. Mais en plus de ça, je pense qu'il a réalisé qu'il y avait de moins en moins d'appui. Bon, la suite, couronnement, course rapide, qu'est-ce qui peut attendre effectivement le parti? L'option privilégiée, Mathieu, c'est une course rapide de 4 à 6 semaines qui va être lancée en début de 2026. L'ex-sénateur et éditorialiste André Pratt, qui a présidé la commission politique du PLQ de novembre 2023 à avril 2025, pour lui, même si l'exécutif, il a le pouvoir de nommer un chef, il est crucial de ne pas sauter l'étape démocratique. On l'a vu au niveau fédéral, on a le temps de faire une course qui est de qualité, même si elle est courte. Et je pense que la légitimité du chef ou de la chef sera plus grande si ce sont tous les membres qui ont l'occasion de voter pour le prochain chef. Bon, et comme c'est le cas chaque fois qu'un parti se cherche un chef, il y a toutes sortes de noms qui commencent à circuler. Oui, le nom qui était sur toutes les lèvres, en tout cas hier, c'était celui de la députée Marwa Rizki, mais elle a été catégorique, elle ne sera pas sur la ligne de départ. Elle maintient son plan de quitter la vie politique en 2026. Du côté d'Ottawa, on a beaucoup parlé de la ministre Mélanie Joly et du ministre François-Philippe Champagne, et là aussi, la porte, elle semble fermée. Des allégations qui sont troublantes, qui sont complètement inacceptables. Sincèrement, c'est le temps qu'on passe à une autre étape. C'est jamais agréable de voir des choses comme ça. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a différentes façons de contribuer à faire valoir les intérêts du Québec. Moi, je le fais au sein du gouvernement fédéral. Alors, on se retrouve aussi avec deux noms qui étaient de la dernière course. J'en parlais, ça fait l'objet d'éditoriaux ce matin. Charles Milliard et Carl Blackburn. Oui, c'est le scénario le plus probable selon de nombreux observateurs. Alors, Carl Blackburn, il est attendu et Charles Milliard, il a déclaré sur les réseaux sociaux hier que le renouveau du PLQ est urgent, mais qu'il attend quand même les règles officielles de la course. À suivre, donc. À suivre pour la course et à suivre pour cette conférence de presse de M. Rodriguez plus tard ce matin. Merci, Sami. Bonne journée. Julie-Jasmine qui est de retour en studio pour nous parler effectivement de ce sujet, cette boîte à chansons Bozo qui va revivre au centre-ville de Montréal. C'est ça, elle sera ressuscitée et tout ça grâce à une découverte fortuite. Il faut reculer un peu la cassette, Mathieu. Je vous amène dans les années 50, rue Crescent. Ça s'appelle Chez Bozo.
c'est un haut lieu de création où il y a des artistes, des auteurs, compositeurs qui se rencontrent. Et pas n'importe qui, en fait, à ce moment-là, ils ne le savent pas vraiment, mais ce sont des Clémence Desrochers, des Raymond Lévesque, Jean-Pierre Ferland, Hervé Brousseau. Et il y a des artistes de la chanson française aussi qui s'ajoutent à ça à l'occasion quand ils viennent à Montréal. Je pense à Edith Piaf et à Yves Montand. Et quand ils sont passage chez Bozo, ils prennent leurs mains, la trempent dans la gouache, collent ça sur le mur et mettent leur signature. Alors, ça devient comme une fresque, une murale. On était convaincus que cette murale-là avait été démolie. C'était à l'abandon, là. Exactement. Cet édifice-là était laissé à l'abandon. Laissé à l'abandon, c'était un tout petit édifice entre 2 tours à condo. Puis, en fait, au début des années 60, on se disait, c'est sûrement démoli, mais en réalité, ça avait été recouvert de plâtre. Alors, et là, il y a une curiosité d'un auteur-compositeur qui s'appelle Bernary. Il se met à étudier l'œuvre de Claude Léveillé, puis il décide très illégalement d'aller voir dans ce petit édifice, puis il tombe sur, en fait, ce qui ressemble à des mains étampées avec de la gouache, un mur en décrépitude. Et là, il se dit, je peux pas laisser ça aller, prend des photos, appelle son ami Maxime Leflaguet, qui est aussi auteur de chansons, et présente ça au ministère de la Culture, puis d'autres institutions aussi. Alors ça, c'était l'été passé. Et de fil en aiguille, hier, on a annoncé, c'est le ministre Lacombe qui l'a annoncé, que cette fresque-là, cette murale-là, allait devenir donc classée patrimoniale, c'est-à-dire qu'on va en préserver avec le Musée des Beaux-Arts, d'ailleurs. Là, on va en assurer la protection. Et il n'y a pas que ça. Dans tout ça, il y a d'autres bonnes nouvelles. Je vais vous faire entendre Bernary, l'auteur-compositeur, qui est à la fois l'instigateur, qui était à 2460 hier avec Anne-Marie Dussault. On fait renaître la boîte à chansons, donc un espace de spectacle et un musée aussi en même temps. Et vous allez être propriétaire ou locataire? On est locataire. Il faut avoir un bon propriétaire qui ne va pas vous expulser? On espère que tout va bien se passer. C'est sûr que le classement patrimonial vient nous rassurer quand même. Intéressant, et on va suivre en tout cas la suite pour tout ça, mais quel hasard aussi de la vie qu'il ait réussi à retrouver cette muraille, comme vous le disiez, en entrant de façon plus ou moins licite, disons, dans ce lieu-là. La boîte à chansons, donc, chez Bozo. Les Oscars, maintenant, seront diffusés en exclusivité, totalement et intégralement en exclusivité sur YouTube à partir de 2029. C'est une tendance qu'on voit naître, entre autres, dans le monde du sport, là. Oui, je pense à la boxe, Netflix, on a vu ça durant les derniers mois, entre autres, et d'autres. Des matchs de football aussi, de baseball qui sont sur différentes plateformes. Ouais. Alors, c'est toute une nouvelle. Puis, l'Académie a conclu une entente de 5 ans avec la plateforme. On dit à partir de 2029, donc jusqu'à 2033. On dit que ce sera accessible à plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Les données qu'on a pour l'instant là, à la télé, c'est ABC qui diffuse à peu près 20 milliards d'Américains. 20 millions. 20 millions, oui, merci. 20 millions d'Américains à l'écoute. Alors, cette entente-là, le montant n'a pas été révélé, mais ce qu'on sait, c'est que étant donné que, en fait, c'est Disney qui est propriétaire d'ABC, n'a pas été en mesure de suivre l'offre qu'a fait YouTube à l'Académie. Donc, ça, c'est un magazine spécialisé qui rapporte ça selon certaines sources anonymes. Mais j'ai hâte de voir comment on va partager la tarte publicitaire, parce que là, c'est ça, hein? C'est comme ça que ça fonctionne en ce moment-là. Puis quand ces grandes plateformes, ces géants du web approchent des organisations comme les Oscars, évidemment, ils ont beaucoup d'argent à leur offrir pour la diffusion, la retransmission de leurs événements. C'est sûr que ça devient alléchant. Votre calendrier de l'Avent, vous le continuez? Oui, puis c'est votre choix. C'est ma chanson. Elle m'a donné le choix de la dernière, pourquoi pas. Et j'ai choisi ceci. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10. Pour plusieurs raisons, parce que It's Beginning est effectivement tout le look like Christmas. Il y a des vacances qui vont commencer, ça va être le cas pour vous. Alors, j'adore cette chanson-là. Oui, puis moi, c'est un choix auquel j'adhère entièrement. Bon, tant mieux, approuvé. Approuvé. Alors, et c'est Perry Como que vous entendez, bien sûr, 1951, qui est, je dirais, le premier à l'avoir officiellement popularisé. Alors voilà. Merci Mathieu, je vous souhaite de belles fêtes. À vous aussi, et puis on va se retrouver, bien sûr, au mois de janvier. Julie Jasmine, toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Bonne journée tout le monde. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.